Dimanche 10 mars 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Retenez tout d'abord que vous pourrez suivre à la fin de cette édition, en lieu et place de l'invité de chaque dimanche du journal de la télévision Labari, un entretien accordé justement à la télévision Labari par notre compatriote Abdallah Suleiman. Monsieur Abdallah Suleiman est administrateur économiste. Il est au niveau de la Commission économique pour l'Afrique. Donc c'est un des organismes du système des Nations Unies basé à Addis Abeba en Éthiopie. C'est une structure qui œuvre donc pour le développement des pays africains. Monsieur Abdallah Suleiman est dans notre pays pour une visite et il a décidé donc en marge de cette visite d'accorder un entretien à la télévision Labari. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cet entretien. Ce journal sera essentiellement consacré aux activités politiques et nous débutons d'abord par ce communiqué de presse du Front démocratique et républicain. C'est un front qui regroupe des partis politiques d'opposition ainsi que des structures de la société civile. Le Front a donc analysé la situation socio-politique qui prévaut dans notre pays et rend public ce communiqué de presse. L'opposition politique regroupée au sein du FDR, profondément attachée aux valeurs et aux principes forts, soucieuse de l'avenir de notre peuple et nourrissant pour le Niger une ambition qui constitue son arme principale, déterminée plus que jamais à mener le combat pour le redressement socio-politique, économique et pour l'unité du Niger, réaffirme donc sa détermination à lutter pour la préservation et la défense des valeurs démocratiques républicaines et de l'état de droit au regard de l'incapacité et du manque de volonté politique notoire des autorités de la 7e République à organiser en toute objectivité des élections inclusives, libres, transparentes, équitables et ce, sur la base d'un fichier électoral consensuel et d'un juge électoral indépendant. Dénonce le non-respect du principe de la séparation des pouvoirs consacré par la loi fondamentale de notre pays, dénonce la composition actuelle de la Commission électorale nationale indépendante permanente et ses démembrements et du mode de gouvernance des bureaux de vote, dénonce le choix unilatéral de l'opérateur chargé du fichier électoral biométrique. C'est pourquoi l'opposition politique regroupée au sein du FDR exige l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante qui sera chargée des élections, l'indépendance du juge électoral, maillon final de la chaîne électorale, l'accès équitable aux médias publics et en tout lieu et en toutes circonstances. Aussi, le FDR demande au cadre de commandement aux autorités religieuses et coutumières d'observer une stricte neutralité. Enfin, aux citoyens démocrates de se mobiliser et de s'organiser partout où besoin sera comme un seul homme pour défendre et exiger le respect des valeurs démocratiques et républicaines. Signé le président de ce front, M. Amadou Boubacar Sissé, président du parti politique UDR Tabat. De la politique encore donc avec la clôture hier après-midi au niveau du palais des congrès de Niamey des assises du premier congrès extraordinaire de la Convention pour la République, le CPR Inganti de Maman Kassou Mokhtar, des assises qui ont vu donc le renouvellement de la structure de ce parti politique. Je propose de suivre le résumé de cette cérémonie de clôture du premier congrès extraordinaire du CPR Inganti avec nos reporters Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. C'est cette nouvelle équipe qui sera élargie dans les jours à venir qui va désormais gérer les activités du parti CPR Inganti à vue de hisser cette formation politique dans les rangs des grands partis émergents au Niger. Ainsi, au terme d'une journée de travaux, des résolutions et des motions ont été formulées par les congressistes. Le premier congrès extraordinaire du parti CPR Inganti remercie et réaffirme son soutien indéfectible au président de la République pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer dans le cadre de la consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi que des nombreux investissements socio-économiques en faveur des laborieuses populations de notre pays. Il félicite le président de la République et le gouvernement pour les efforts de consolidation et de cohésion sociale, salue et prend acte des mesures disciplinaires conservatoires prises par le président national du parti à l'encontre de certains militants. Réaffirme son appartenance à la MRN et demande au SEN et au bureau politique national de rester aux côtés de la MRN dans la perspective des élections à venir
Tour à tour, le président national des jeunes et la présidente nationale des femmes, CPR Nganti, ont réaffirmé leur engagement à se battre pour le rayonnement du parti. Nous prions Dieu pour qu'il nous aide à rehausser ce défi et atteindre les objectifs que nous sommes assignés. C'est lui de faire de Nganti un grand parti. Nous comptons beaucoup sur la jeunesse, raison pour laquelle je vous interpelle. Je voudrais juste remercier tout le monde pour la réussite de ce premier événement. Je tiens à réitérer vraiment toute ma confiance en ces femmes et je demande à ce que nous travaillons ensemble parce qu'on a un grand défi à relever. C'est avec un sentiment de satisfaction totale et une grande émotion que le président du CPR, Nganti Kassoum Mokhtar, a clôturé les travaux de ce premier congrès extraordinaire. Vous avez démontré à la face du monde que notre parti, quoique très jeune, est mature du fait de la qualité de nos débats, des orientations éclairées que vous avez bien voulu donner et surtout de la discipline et de la cohésion qui ont caractérisé nos travaux. L'engagement que j'ai ressenti au cours de nos assises me permet d'espérer que ce pari sera gagné, Inch'Allah. Le CPR Nganti, grâce à vous, aura une assise nationale. Je me félicite déjà des réformes que vous avez apportées à nos textes. Les congressistes ont de leur part apprécié la parfaite organisation avant de réaffirmer leur détermination aussi à se battre pour les partis dans les perspectives de 2021. Des élections, on en parle justement, elles auront lieu aussi au Burkina Faso l'année prochaine, c'est-à-dire en 2020. Et dans ce cadre, les autorités burkinabées ont décidé de faire participer pour la première fois donc au scrutin les Burkinabés qui sont au niveau de la diaspora. Dans ce cadre, plusieurs missions sont envoyées dans les différents pays pour recenser les différents électeurs, les différents potentiels électeurs. La mission qui séjourne au Niger dans ce cadre est à pied d'œuvre depuis une semaine. Je vous propose à cet effet d'écouter le responsable de cette mission interrogé ce matin par la télévision Labari. L'opération est prévue pour 2 semaines. Nous avons déjà fait la moitié du temps. Il nous reste encore une petite semaine au cours de laquelle nous attendons les retardataires. Nous nous méfions des estimations parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de recensement stricto sensu des Burkinabés résidant au Niger. Mais nous estimons qu'on doit avoir un bon paquet à enrôler. Il faut dire aussi que l'immigration des Burkinabés au Niger n'est pas récente, de sorte que nous avons des familles installées ici depuis de longues années, avec des enfants nés au Niger. Donc, pour obtenir le précieux sésame, il faudra d'autres démarches. Il faut d'abord qu'ils prouvent leur nationalité burkinabé à travers les certificats de nationalité burkinabé avant que nous puissions leur établir les cartes nationales d'identité et les passeports éventuellement. C'est leur dire, vous avez demandé de participer au vote, c'est maintenant que ça commence. Plus tard, ça sera tard, parce que quand il s'agira de convertir leur intention en liste électorale, puis après en suffrage dans les bureaux de vote, s'ils n'ont pas au préalable fait la démarche qui consiste à obtenir la carte nationale d'identité burkinabé ou le passeport, ils ne pourront pas être au rendez-vous. Je précise que la loi électorale a été modifiée et désormais, pour prendre part au vote, que ce soit à l'étranger ou à l'intérieur du pays, c'est la carte nationale d'identité. Voilà, c'était donc le responsable de la mission électorale du Burkina Faso qui séjourne dans notre pays dans le cadre du recensement des potentiels électeurs de la diaspora burkinabé pour les élections présidentielles de 2020 au Burkina Faso. Ici au Niger, ces élections présidentielles auront lieu en 2021 et dans ce cadre, vous le savez peut-être déjà, le parti au pouvoir, le PNDS-Taraya, va tenir son congrès extraordinaire pour élire son candidat à cette élection présidentielle de 2021. C'est
le président du parti Mohamed Bazoum qui sera donc investi comme candidat du PNDS-Taraya à cette élection de 2021, la présidentielle donc. Et dans ce cadre, il reçoit depuis quelques temps des soutiens des différentes structures organisées de la formation politique à l'intérieur du pays. C'est le cas, par exemple, de la section PNDS-Taraya du département de Walam qui était ce matin en réunion. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Ibrahim Abdou et Mamoudou Saleh. Parmi les soutiens qu'il reçoit pour sa désignation comme candidat du PNDS-Taraya à la présidentielle de 2021, Mohamed Bazoum vient d'enregistrer un détail, celui de la section du Parti Rose dans le Zarmaganda. Nous, militants PNDS-Taraya de Walam, nous ne ménageons aucun effort pour soutenir le camarade Bazoum Mohamed dans la lutte qu'il mène pour porter haut l'emblème du Parti Rose, symbole de l'unité nationale pour l'édification d'un Niger uni et prospère. Appuyons notre leader sur sa candidature aux élections présidentielles futures de 2021. Nous, militants de la section de Walam, apportons notre ferme soutien à son Excellence Mahamadou Issoufou dans son combat de tous les jours pour la consolidation de la paix dans notre pays. L'occasion de cette déclaration de soutien a été saisie par le coordinateur départemental du PNDS-Taraya de Walam, Elhaji Zakoujibo, dit Zakei, pour lancer un vibrant appel à une mobilisation pour faire de Mohamed Bazoum le futur président de la République du Niger. A noter que l'hôte du conseil local de ce dimanche, le président communal est intervenu auparavant pour souhaiter la bienvenue aux militants avant de leur souhaiter un bon retour dans leur famille. Et le coordinateur départemental au Kat Jacques Jibo, dingue bore kul kan funya mai ay gongi fond ko karo irko kan kandai bani amiyande bani. Délégué kulkan funu kwarega irwane secteur et gazamir syndical secteur hinza secteur walam dabarey et garbay bore kulkan funu ni karkarera irko tubarkalo kan kandai amyandai bani ay gunware margo kan nir margu irwane président no kayir baim subu Bazoum Mohamed né da l'an 2021 irko tubarkalo mate se marga kan agate se marga bon kano irko tubarkalom irbora kulu chaba handin hane kayir margu de vote te vote ke kante ir wala momadou senni ir wala labo mo emine hun wallahi wala mo abarmay. Aussi, la section PNDS-Taraya de Walam apporte son soutien au président de la République Issoufou Mahamadou pour son engagement d'unir les filles et fils du pays. Aussi, ce choix de Mohamed Bazoum est la consécration des efforts de Zakoujibo dit Zakei, dont l'engagement pour le parti n'a jamais fait défaut, et la section répondra présente au Congrès pour transmettre le message unanime des militantes et militants du parti Rose. Voilà, merci donc à Mamoudou Saleh et à Ibrahim Abdou. Place donc à l'invité à la partie donc magazine de ce journal consacré à un entretien que nous a accordé notre compatriote Abdallah Suleiman. Il est administrateur économiste. Il travaille au niveau de la Commission économique pour l'Afrique. C'est un des organismes des Nations Unies qui est basé à Addis Abeba en Éthiopie et qui aide les différents pays africains dans le cadre du développement. Monsieur Abdallah Suleiman a accordé donc cet entretien à Nasser Dantofo que je propose de suivre dans son intégralité. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Merci de répondre à notre invitation pour cet entretien de la télévision Nabari. Alors, d'entrée en jeu, on va vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour et merci aussi de l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur votre antenne. Je m'appelle Abdallah Suleiman. Je travaille sur les questions de politique commerciale au niveau de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, qui est basée à Addis Ababa, en Éthiopie, et qui dispose d'un bureau régional qui couvre l'Afrique de l'Ouest, ici à Niamey. J'ai fait mon cycle primaire et secondaire à travers le Niger, je veux dire, puisque
au gré des affectations de mon papa à l'époque, on commençait, étant né ici à Niamey, j'ai eu l'opportunité de fréquenter les écoles d'abord dans la région des Zender à Damagaram Takaya, ensuite poursuivre l'école primaire à Ngourti, pour revenir passer mon CFPD à Tessawa, avant d'aller faire le collège à Tintabaraden. Donc après le BPC, j'ai été orienté au lycée technique d'Ankassawa de Maradi, où je me suis orienté vers la Syrie. Donc après l'obtention de mon bac, je suis allé étudier, j'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc une première année de mathématiques supérieures et la deuxième année de mathématiques spéciales, après laquelle j'ai intégré sur concours l'école nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan, où je suis sorti nanti d'un diplôme d'ingénieur statistique économiste. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que statisticien économiste. Je me suis d'abord orienté vers les métiers de la finance, donc avant d'intégrer le système des Nations Unies, où j'ai aussi poursuivi mes études et défendre une thèse de doctorat à Paris donc sur les questions de politique et de développement industriel en Afrique. Alors docteur, vous êtes administrateur économiste, Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Alors, parlez-nous de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est même ce qui justifie du reste mon séjour présent ici à Niamey au Niger. Vous savez, le projet de zone de libre-échange continentale africaine, c'est un projet entrevu de longue date, déjà par les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, parce qu'il s'agissait d'une vision d'intégration du continent africain. Et au lendemain des indépendances, la priorité n'étant pas donnée à l'économie, disons, il y avait la primauté de la libération d'abord politique du continent. Il vous souviendra que dans les années 60, tous les États n'ont pas acquis les indépendances à la même date. Donc des formes de colonisation étaient restées jusqu'au début pratiquement des années 90. Donc les premières décennies, c'était vraiment consacré aux luttes de libération sur le continent. Et l'économie, la dimension de l'intégration économique était plutôt reléguée au second rôle. Donc il a fallu les années 80, quand on s'est rendu compte que pratiquement la libération du continent était acquise, pour qu'on commence à mettre un accent particulier sur les questions de développement. Et il y avait le plan d'action de Lagos qui a été élaboré et qui a été renforcé plus tard par le traité d'Abuja de 1991, qui entrevoyait déjà la création d'une communauté économique africaine. Et l'un des éléments clés dans ce processus-là consistait à établir d'abord une zone de libre-échange continental, c'est-à-dire un marché commun africain. Et ces dispositions-là ont été réaffirmées dans le cadre de la vision 2063 que nos chefs d'État et de gouvernement ont adopté lors d'un sommet de l'Union africaine et qui décline les principaux objectifs de développement de l'Afrique. Jusque-là, c'était en 2013, quand on a fait les bilans donc, de 50 ans d'existence de l'OIA, on s'était rendu compte que les institutions d'intégration régionale n'ont pas véritablement répondu comme il le fallait sur la question du développement. L'Afrique est restée plus ou moins marginalisée sur le plan économique, particulièrement sur l'échiquier international. Vous prenez la structure de notre commerce extérieur avec le reste du monde est restée presque inchangée. C'est le même schéma colonial qui se reproduit et qui se perpétue. C'est essentiellement des pourvoyeurs de matières premières. Dans le cas d'espace au Niger, c'est bien connu, c'est l'uranium le principal produit d'exportation et cela est resté inchangé pendant des décennies. Et avec tous les désavantages que cela présente, parce que dès qu'il y a un choc et ça arrive très souvent sur le cours des matières premières, nos économies sont complètement déstructurées. C'est la crise, souvent l'État n'arrive même pas à faire face à ces dépenses de souveraineté, à ces charges régaliennes. Donc il était grand temps quand même de commencer à se départir de cette vision qui n'est pas porteuse de développement. Lorsque votre intégration
dans les chaînes de valeur mondiales se fait essentiellement au plus bas, c'est-à-dire comme pourvoyeur de matières premières, vous ratez énormément d'opportunités. Donc tout ce qui est transformation, tout ce qui est création de valeur ajoutée dans le processus ne se passe pas en Afrique. C'est les importateurs de matières premières qui les transforment là-bas en produits finis et qui incorporent de la valeur. Et c'est là où se fait la création de richesses. C'est là où se fait la création des emplois. Et donc il est grand temps, si on veut éviter sur le continent de continuer à assister aux scènes que l'on voit en Méditerranée où de jeunes migrants africains par tous les moyens cherchent à rejoindre les rives ou les côtes européennes, il faudrait donner la possibilité d'avoir des emplois à ces jeunes-là pour les fixer. Et c'est pour cela que notre positionnement dans les échanges internationaux, qui nous maintient comme pourvoyeurs de matières premières, eh bien, il faut considérer que ce schéma-là est suranné et aller donc vers plus de création de valeur ajoutée, plus de fixation et de création de richesses sur le continent, sur le sol africain. C'est la seule opportunité que nous avions pour nous développer. Et cela présente un double avantage aussi, puisque c'est bien documenté, que ce soit au niveau de la littérature économique ou dans tous les panels de développement, que les produits finis sont moins sujets à des chocs de prix que les matières premières. Donc, l'objectif de diversification économique, en réalité, c'est aussi un objectif de réduction des risques. Donc, le fait que nous soyons constamment sujets, par ailleurs, à des phénomènes que nous ne maîtrisons pas, puisque les prix des matières premières, mais aucun pays, surtout pas africain, n'a réellement d'emprise sur le phénomène de prix. Donc, vous planifiez votre développement, disons, sur la base d'un certain seuil, que ce soit pour le pétrole, que ce soit pour l'uranium. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le marché vous prend à contre-pied et du coup, toute votre stratégie ne tient plus. C'est un éternel recommencement. Donc, il faut mettre fin à cette logique. C'est ce qui a présidé de placer la construction de la zone de libre-échange continentale africaine au centre véritablement, donc, comme un des projets phares, disons, de la vision 2063 de l'Union africaine, qui entrevoit l'Afrique comme un continent prospère où les Africains vivent en paix avec eux-mêmes et avec le reste du monde, et où l'Afrique représente une force majeure sur la scène internationale. Donc pour y aller dans ce sens-là, il est plus que nécessaire d'asseoir une base économique crédible, d'asseoir des structures économiques qui permettent à l'Afrique de compétir valablement au même titre que toutes les régions du monde, au même titre que l'Asie, au même titre que l'Amérique, au même titre que l'Europe, et se prévaloir de ses propres ressources naturelles dans le concert des nations. Pour en venir maintenant au processus ayant conduit à l'aboutissement donc de ce projet de zone de libre-échange continental, le plus souvent c'est le président de la République du Niger qui a été mandaté par ses pairs pour être le champion de cette cause. Et il faut vraiment saluer l'action qui a été conduite de main de maître, j'allais dire, puisqu'en un temps record, nous sommes arrivés à avoir un accord à Kigali, c'était le 21 mars 2018, où pratiquement à ce stade, je veux dire, sur 52 pays, sur 55 qui comptent l'Union africaine ont signé. Nous sommes dans un processus de ratification. À ce jour, nous avons 20 ratifications, dont le Niger également, qui une fois de plus démontre quand même qu'il est à l'avant-garde du combat d'intégration sur le continent. C'est une chose extrêmement importante. Et il ne manque plus que 2 étapes pour que l'accord puisse entrer en vigueur, puisqu'il faut 22 ratifications. Et compte tenu des processus en cours, c'est même au stade parlementaire dans de nombreux pays, donc nous sommes très confiants que dans les prochains, je ne dirais pas les prochaines heures, mais au moins les prochains jours ou les prochaines semaines, nous en arriverons au chiffre de 22, donc qui augure de l'entrée en force de cet accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Il faut aussi souligner que depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, c'est le plus grand marché qui voit le jour. C'est le seul marché unifié à l'échelle d'un continent tout entier. Donc c'est une autre innovation qui vient de l'Afrique. Je l'ai dit tout à l'heure que la structure de notre commerce extérieur au plan africain vis-à-vis du reste du monde est complètement déséquilibrée par les matières premières. Donc, et
À l'inverse, quand vous regardez le peu de commerce qui se passe entre nous, puisque nous ne commerçons pas beaucoup entre Africains, et ça il faut le déplorer, c'est une autre anomalie que je voudrais relever. Vous avez en Europe, 70% de leur commerce se passe entre pays européens. Quand vous allez en Asie, c'est plus de 50% de leur commerce international qui se passe entre les pays de la même région. Aux Amériques, c'est plus de 30%. Il n'y a qu'en Afrique où vous trouvez avec des taux de 15%, 15-16% selon les années. Et ça, il fut des années où c'était même beaucoup moins que cela. Donc le niveau des échanges est dramatiquement faible en Afrique. Donc c'est une anomalie qu'il convient de corriger. Mais en même temps, ce qui nous donne l'espoir aussi et qui nous encourage à aller dans cette direction, c'est que quand vous regardez le peu de commerce que nous faisons entre nous, c'est un commerce de qualité, je veux dire, puisque ça porte sur des produits à valeur ajoutée, cela porte sur des produits manufacturés. C'est-à-dire c'est des produits qui nous ont permis de créer de la richesse dans nos pays. Quand on crée de la valeur ajoutée, c'est ça qui permet de créer des emplois. Donc le peu de commerce que nous faisons entre nous, c'est ça le peu d'emplois qui est créé sur le continent. Et donc, tout ce qui peut contribuer, ne serait-ce que de façon marginale, à intensifier le commerce intra-africain, et nous l'avons démontré dans nos études, va principalement profiter à l'industrie, va fondamentalement aller vers le secteur manufacturier qui lui est créateur d'emplois décents. Je disais que la question de la création d'emplois est centrale. Et donc, encourager le commerce intra-africain, c'est vraiment créer les conditions de l'expansion d'une base industrielle dans nos États. Et c'est pour cela qu'il faut aller dans cette direction, qu'il faut lancer les échanges entre nous. Parce qu'il est même plus facile. Quelle entreprise africaine aujourd'hui, ou nigérienne en particulier, peut se déployer sur la scène internationale, compétir avec des entreprises européennes sur le sol européen ou américain? Donc, en attendant d'être à ce stade-là, au moins on a une cour commune où plus ou moins les équilibres sont assez ajustables, où on puisse, avoir une concurrence quand même plus à notre taille et qui va nous permettre de nous aguerrir et nous permettre de servir de tremplin pour aller sur la scène internationale. Donc c'est un autre facteur qu'il faudrait prendre en compte. Alors là, vous êtes au Niger, vous êtes en mission au Niger. Avez-vous rencontré les autorités nigériennes dans ce sens? Oui, précisément. L'objet de ma visite, ça s'inscrit dans le cadre de la ZLECAf. Je vous ai parlé tout à l'heure des opportunités qu'elle offre à tous les continents, à tous les États. Mais en même temps, il faut reconnaître que tous les États ne sont pas logés à la même enseigne. Et il n'y aura pas de miracle dans ce domaine, comme dans tant d'autres en fait. Les pays qui vont tirer leur épingle du jeu, si vous me passez l'expression, ou qui vont le plus en profiter de la zone, c'est les pays qui se seraient le mieux préparés. Et qui dit se préparer, dit qu'il faut s'armer d'une stratégie. Moi, je suis là dans le cadre pour appuyer les autorités du Niger à développer une stratégie nationale pour projeter le Niger déjà dans la zone de libre-échange continentale africaine. Parce qu'il faut se préparer, il faut faire un état de lieu, regarder sans complaisance vraiment le tissu économique du Niger et identifier un certain nombre de secteurs ou de filières qui sont porteuses sur lesquels et le gouvernement et le secteur privé vont pouvoir travailler avec un certain nombre d'actions énumérées de façon pragmatique dans un plan d'action adossé donc à la stratégie et qui puisse permettre d'aller de l'avant. C'est une mission de cadrage. Avec mon équipe, j'ai eu l'occasion donc de rencontrer le ministre du Commerce, le ministre conseiller du président de la République chargé de la ZLECAf et du Doing Business. Et j'avoue que j'ai eu une oreille très attentive. Et nous sommes convenus d'aller de l'avant, notamment par l'organisation d'un forum national que toutes les parties sont engagées à soutenir, y compris, j'étais à la Chambre de commerce, j'étais au réseau des chambres d'agriculture du Niger. Donc toutes ces institutions-là sont prêtes à concourir et à contribuer à l'organisation d'un forum national qui permettra d'abord de mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Parce que, bon, on parle de la ZLECAf, mais en réalité, il y a souvent des déphasages et des décalages en termes d'information. Il est extrêmement important que toutes les parties prenantes comprennent d'abord les tenants et les aboutissants de la zone de libre-échange continentale. Et comme second objectif, puisque
vous aurez la participation des acteurs de tous horizons à l'occasion de ce forum, c'est de donner des directions et des orientations générales pour l'élaboration de la stratégie Niger. Ce n'est pas une stratégie top-down qui va venir de nous au niveau de la CEA ou de notre institution. Non, c'est une stratégie qui va être développée par les acteurs principaux, par les Nigériens eux-mêmes, puisqu'ils ont la meilleure maîtrise du sujet. Les acteurs, les opérateurs économiques en premier lieu, parce que la zone de libre-échange continentale a été pour l'essentiel un processus, vous voyez, intergouvernemental. C'est des experts de gouvernement, des ministères de commerce qui se réunissent, discutent sur des sujets techniques, qu'ils passent aux ministres et jusqu'aux chefs d'État, qui ont fait leur rôle en adoptant formellement l'accord portant création de la ZLECAf. Maintenant, il est grand temps que ce soit les principaux concernés, puisqu'en fin de compte, ce n'est pas les États qui vont échanger entre eux. C'est le secteur privé, c'est les entreprises qui animent le commerce mondial. Et donc, le secteur privé nigérien doit jouer pleinement son rôle, doit assumer sa place dans ce processus-là. Et pour cela, il faut qu'il y soit préparé. Donc, le forum d'abord va nous permettre de mettre tous les acteurs au même niveau d'information et ensuite d'esquisser les grandes lignes d'élaboration de la stratégie. Nous allons mettre à la disposition du Niger un consultant international donc, qui va continuer le travail avec toutes les parties prenantes pour synthétiser et proposer une stratégie nationale cohérente avec d'abord le plan national de développement économique et social et aussi une stratégie qui est l'aval et l'appropriation de tous les acteurs concernés. Alors justement en parlant du secteur privé au Niger, quelle appréciation faites-vous de ce secteur au Niger? Est-ce qu'il est évolutif? Mes discussions avec le secteur privé, c'est pour leur dire une chose. Vous voyez, la zone de libre-échange continentale dont on parle, ce n'est pas une abstraction. C'est 3 000 milliards de dollars de richesse annuelle créée. Donc quand vous prenez le PIB cumulé, c'est un marché de consommateurs d'1,2 milliard de personnes à terme. Et avec, ce qui est le plus important, avec une classe moyenne qui s'étoffe de jour en jour. La dernière frontière, le dernier endroit sur Terre où vous avez une classe moyenne qui est en train de se fortifier, de se densifier davantage, c'est l'Afrique. Et ce n'est pas pour un hasard si vous voyez de plus en plus de multinationales s'intéresser au continent. Et donc, il y a un marché à prendre, c'est certain. Et il faut s'y préparer. Parce que si on ne le fait pas, c'est d'autres qui vont le faire. La nature est un horreur du vide. Donc, si vous ne bougez pas et qu'il y a des opportunités qui sont là, ces opportunités-là vont être prises par d'autres acteurs. Mais en même temps, il faut reconnaître que ce n'est pas de façon aussi mécanique que les choses se passent. Il y a beaucoup de contraintes. Il y a énormément de contraintes. Je pense que tout le monde en est conscient sur le développement du secteur privé au Niger. J'en vais pour preuve simplement de vous dire au niveau de la CEDEAO, combien d'entreprises nigériennes sont agréées? 6. 6 entreprises nigériennes seulement ont l'agrément de la CEDEAO pour exporter dans la zone. Au Nigeria, c'est des milliers. Au Sénégal, à Côte d'Ivoire, c'est des centaines. Donc, il y a véritablement un problème auquel il faut s'attaquer, c'est celui de l'éclosion et du développement du secteur privé. Il y a énormément de contraintes qui ont été étudiées de long en large, sur lesquelles je ne vais pas trop m'appesantir, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Et c'est revenu même ce matin quand j'étais en réunion avec la Chambre de commerce et le patronat. Quand vous avez des facteurs de production extrêmement chers, des difficultés au niveau de toutes les infrastructures de facilitation du commerce, cela grève beaucoup de production et vous rend dans une position très très défavorable pour compétir, y compris sur la scène régionale. Donc il y a un problème réel même de transformation des avantages comparatifs que nous avons ici au Niger en avantages compétitifs qui puissent nous permettre de nous projeter même sur les marchés régionaux. Donc c'est un travail fondamental qui doit être fait et ce n'est pas juste un seul acteur qui peut le faire. Ce n'est pas le secteur privé qui peut lever toutes ces contraintes. Ce n'est pas aussi simplement le gouvernement qu'il faut le faire. Donc il faut trouver une forme de relation symbiotique qui puisse permettre aux différents acteurs d'aller de l'avant, main dans la main. Le secteur privé connaît mieux bien sûr que le gouvernement ce qu'il y a à faire. Donc il faut l'écouter et il faut le soutenir dans ses démarches. Quand on voit tous les pays
notamment asiatiques, nous étudions beaucoup, qui peuvent nous donner des leçons en matière de développement. Mais vous allez vous rendre compte qu'on peut le dire, que c'est l'État qui a littéralement porté à bout de bras ces entreprises, que ce soit les grandes multinationales coréennes que vous voyez aujourd'hui, comme les Samsung, les Hyundai et autres. C'est l'État coréen qui est à la base de leur développement. Sans l'État, ces entreprises-là auraient périclité ou seraient restées comme des petites et moyennes entreprises sans grand avenir. Donc, tant que l'État n'accompagne pas le secteur privé, il lui est difficile de se relever à lui tout seul. Il y a énormément de contraintes. Surtout ce que nous appelons les supply side contraintes, les contraintes liées à l'infrastructure, le coût de l'énergie, c'est fondamental. Il faut rendre l'énergie accessible à toutes les unités de transformation, y compris en milieu rural. C'est une entreprise titanesque, mais il faut que l'État s'y investisse aussi avec les opérateurs du secteur privé, trouver les formules gagnantes, que ce soit du genre PPP, les partenariats publics-privés ou d'autres formes de financement pour vraiment mettre à la disposition des infrastructures de base pour stimuler la production économique et la compétitivité de l'économie nationale. Je pense que c'est un axe fondamental sur lequel beaucoup d'efforts doivent être faits. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir? Dans le cadre de ce projet, comme je vous le disais, d'appui au Niger, nous allons organiser bientôt un forum national. Et à l'issue de ce forum, la stratégie va être développée qui fera aussi l'objet d'un atelier de validation pour qu'il y ait une appropriation certaine. Parce que ce dont l'Afrique a le plus besoin aujourd'hui, c'est du développement. Et les lignes sont en train de bouger. Beaucoup de pays sur le continent, heureusement, quand vous prenez les 10 économies les plus compétitives au monde, qui connaissent le plus fort taux de croissance, disons les plus dynamiques, mais 6 sont en Afrique. Nous voudrions qu'il y ait davantage de pays. Donc il y a un réservoir de croissance mais énorme à tirer en Afrique. Mais encore une fois, le maître mot, c'est les pays qui se préparent et qui s'organisent en conséquence. C'est eux qui vont attirer le plus les investissements requis pour stimuler cette croissance qui est longtemps endormie. Vous savez, la Banque mondiale estime que dans les 10 prochaines années, la Chine à elle seule va se départir de 84 millions d'emplois industriels. Tout simplement parce que la Chine est en train de monter en gamme. Donc la manufacture légère, où il n'y a pas beaucoup de technologie, de plus en plus, cela ne va pas intéresser la Chine. Elle va se dessaisir donc de certaines activités industrielles de manufacture légère. Et le monde aura toujours besoin de ce produit industriel-là. Alors il faut qu'il se relocalise ailleurs. Imaginez un seul instant si, ne serait-ce que l'Afrique capte, ne serait-ce que 10% de ces 84 millions, ça va faire 8 400 000 emplois. Et prenez encore, je ne sais pas, 5% ou même 2% de ces 8 millions et quelques, ça fera plus de 150 000 emplois si le Niger arrive à les capter ici. Mais ça ne se passera pas comme cela par hasard, il faut créer les conditions. Et c'est pour cela que vous avez des pays comme l'Éthiopie qui sont en train de se positionner. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de participer à l'inauguration du parc industriel de Hawassa. Mais sur un même périmètre de quelques centaines d'hectares, avec des investissements massifs, principalement des entreprises chinoises, vous avez 25 000 emplois qui sont créés sur un seul site. Et c'est comme cela qu'on fait du développement. Donc la prochaine fois quand vous allez être en Europe ou aux États-Unis, vous achetez un sac Gucci ou des chaussures de marque en cuir, peut-être que ces chaussures-là auront été produites en Éthiopie. Parce que l'Éthiopie a créé les conditions pour que ces grands groupes-là viennent investir et développer une capacité productive et une force à l'exportation. Je précise que rien que le parc de Hawassa maintenant, c'est 1 milliard de dollars d'exportation annuelle. C'est 25 000 emplois. Donc, on n'a pas besoin de long discours. C'est exactement ce genre de choses qui créent le développement. Vous les multipliez à échelle, vous créez une base productive stabilisée, vous vous prémunissez des chocs externes sur les matières premières qui fait que chaque fois que le cycle se répète, après 5-10 ans, on est en train de se lamenter, l'uranium ne se vend pas bien, il n'y a plus de ressources, on ne peut pas investir et autres. Donc la diversification, c'est vraiment le maître mot et il faut prendre le problème à bras le corps pour déverrouiller le potentiel de l'économie. Je pense que c'est là extrêmement important.
Alors, docteur Abdallah, votre mot de fin? Mon mot de la fin, c'est d'espérer, comme j'en ai de plus en plus la conviction, que le Niger est parti aussi pour jouer pleinement son rôle dans le cadre futur de la zone de libre-échange continentale africaine et qu'il ne va pas continuer à jouer un rôle de consommateur amorphe et passif. Il a toute sa place à prendre, et particulièrement quand je vois le dynamisme de nos jeunes, des talents que nous avons sur le marché, cela me conforte et me donne de l'espoir. Donc c'est un mouvement qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. On n'a pas vocation à rester au bas de l'échelle chaque fois et à se plaindre. Il faut qu'on prenne en charge notre destin et qu'on entrevoie l'avenir avec plus de sérénité, parce que les opportunités sont là. Alors ne manquons pas ce rendez-vous. Je vous remercie. Docteur, merci d'être notre invité. C'était mon plaisir.